Mesdames et messieurs, bienvenue au Mobility Hub d'AMAG, où l'électromobilité est essayée, testée, sans que vous ayez des vendeurs sur le dos et veuillent absolument faire signer un contrat. C'est très important que l'électromobilité, les nouvelles technologies puissent être testées ici. Je salue également les personnes en ligne. L'électromobilité, tout le monde en parle. Les ventes reculent, l'autonomie n'est pas assez grande, les voitures sont trop chères, l'infrastructure de recharge est insuffisante, c'est une jungle au niveau des tarifs. Voilà quelques-uns des arguments qu'on entend régulièrement. Mais il faut des solutions parce que l'automobile est le vecteur de transport principal pour les Suisses et ça le restera. Nous le savons et nous allons vous expliquer pourquoi et ce que nous allons faire pour l'avenir de la mobilité. Helmut Ruhl, notre CEO, va nous l'expliquer. De ma part aussi, bienvenue à tout le monde au Square, à l'aéroport de Zurich, avec cette photo derrière qui n'est pas New York City, c'est Zug, notre nouvelle patrie, où depuis quelques années la centrale d'AMAG est sise. Aujourd'hui, nous parlons de mobilité renouvelable, de la branche du marché et je propose que nous démarrions justement avec le marché. Si on regarde l'année et les années précédentes, on peut dire que nous venons de boucler 3 trimestres difficiles pour nous aussi. Normalement, le marché automobile suisse, au fil des années et des décennies, se situait autour de 300 000 unités. Et là, ça fait 5 ans depuis la pandémie qu'on est autour de 250 000, voire moins. Alors, c'est un gros changement. Ce sont des défis pour la branche. Au cours des 9 premiers mois, nous n'avons pas manqué de défis, justement, avec 29,6% de part de marché, une belle part de marché, certes, mais moins que précédemment. Avec Volkswagen, nous sommes toujours numéro 1, Škoda 3, Škodi 5, Seat Cupra 8. Au niveau des statistiques des immatriculations véhicules utilitaires, là, la part de marché a pu augmenter parce que les premiers transporteurs sont arrivés en Suisse. Si on regarde les systèmes de propulsion, on lit beaucoup de choses en Suisse sur l'électromobilité et les parts de marché avec 18,7% sont en recul, presque 10% de moins que précédemment. On voit aussi que les hybrides rechargeables sont en recul, moins 7,1%. Et on constate également que le taux des light hybrides essence augmente, plus 15%, et la part des essences non hybridisées recule. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Le marché suisse, à fin septembre, est plein d'incertitudes au niveau des clientes et des clients, de savoir choisir le type de propulsion, BEF ou hybride rechargeable. Et on voit aussi que les constructeurs font tout leur possible pour réduire l'empreinte carbone, même si évidemment les moteurs essence sont petits et efficaces. L'année est difficile, mais on s'en sort quand même assez bien avec 5 des 10 modèles les plus vendus, avec la Škoda Octavia, Tiguan, Audi Q3, Karoq et Kodiaq au top 10.
Pour les électriques, là aussi, nous pouvons nous targuer de 4 des 10 modèles BEV du top 10, avec l'ENIAC qui est notre meilleure voiture BEV électrique et qui remporte tous les tests, Audi Q4 et 2 Volkswagen ID3 et ID4. Septembre, le dernier mois du troisième trimestre, et on voit au niveau des immatriculations, les statistiques, les effets du feu d'artifice lancé par le groupe Volkswagen. Volkswagen est stable. C'est en septembre Škoda qui tire son épingle du jeu. Audi avec un feu d'artifice inédit qui arrive sur le marché au fur et à mesure. Seat Cupra, la marque Challenger, qui va redémarrer dès que les nouveaux produits comme Tavascan ou Terramar seront disponibles. Donc, nous en sommes assez bien sortis dans un environnement difficile. Et comme le marché est difficile, nous avons soumis une enquête aux Suisses pour savoir comment ils voient l'avenir de l'automobile et les mobilités renouvelables que nous allons proposer et comment ils jugent tout cela. GfK a été mandaté pour faire une étude représentative en Suisse, avec évidemment des hommes et des femmes interrogés sur les tranches d'âge que vous voyez sur la diapo, en Suisse alémanique, en Suisse romande, et donc c'est une étude représentative en Suisse. Les personnes interrogées ont été segmentées en Green Gauge. 35% qui sont classifiés comme Green Indeed, ceux pour lesquels la durabilité est extrêmement importante et fait partie intégrante de leur vie. 25% sont appelés Jaded. Ce sont ceux pour lesquels le développement durable n'est pas vraiment au cœur de leur vie. Ensuite, au niveau des ménages, il y a eu un cluster, plus de 80% à une voiture au moins, et on voit que 14% a un abonnement général et 10% seulement n'a pas de permis de conduire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un permis de conduire et un abonnement général. Voilà, pour entrer dans le détail, Green Indeed, ce sont les personnes qui adoptent une pensée et une manière d'agir active et respectueuse de l'environnement. 16% sont classés Glam ou Green. Alors pour eux, le développement durable et l'écologie sont un moyen de se positionner, de se démarquer, une sorte de statut social. Ensuite, les carbon cultured, quasiment un quart, qui agissent de manière éco-responsable quand c'est pratique, tangible et simple. Et les jaded, comme je disais, un quart exactement, en l'occurrence, qui sont sceptiques, cyniques, mais qui parfois s'enthousiasment pour certains thèmes écologiques. Alors, on les a interrogés pour savoir à quelle fréquence ils utilisent les moyens de transport, avec évidemment pas de surprise sur le fait que la voiture est de loin le moyen de transport le plus utilisé. Plus de 70% qui utilisent au moins une fois par semaine la voiture et presque 40% tous les jours. C'est pratiquement 2 fois plus que les bus et les trains. Alors, c'est sûr que les kilomètres personnes en voiture en Suisse sont avec 70 personnes, 70% sont élevés. Alors,
l'utilisation des moyens de transport dans les différents segments de population, là aussi, on voit que ceux qui sont les plus verts, les Green Indeed, utilisent principalement la voiture avec un faible écart par rapport au transport public. Alors, GfK a interrogé les personnes sur l'importance des aspects de la mobilité. Qu'est-ce qui leur tient à cœur quand ils choisissent un moyen de transport? Et de loin, le critère numéro 1, classique, ce sont tous des critères classiques, c'est l'efficacité pour se rendre de A à B, bon rapport qualité-prix, et en troisième, un moyen de transport sûr. De réflexions modernes, nouvelles, par exemple des transitions fluides entre les différents moyens de transport. 35%, c'est intéressant, c'est élevé, et des moyens de transport respectueux de l'environnement, c'est important, mais moins que d'autres paramètres classiques. À la question de savoir quels critères décident ou sont décisifs à l'achat d'une voiture, là c'est classique, le prix d'achat, les frais d'entretien, la qualité et la sécurité, ce sont les 4 paramètres principaux. Et ensuite, un vrai décrochage avec des questions écologiques, bilan en matière de durabilité et autres thèmes durables. GfK a aussi demandé nos clients potentiels dans quelle mesure ils seraient prêts à payer plus pour des aspects de mobilité renouvelable, notamment pour le développement et pour des véhicules plus écologiques ou pour des moyens de propulsion neutres au niveau de l'empreinte carbone. Et on voit en gris qu'un tiers ne sont pas prêts à payer quoi que ce soit. Un tiers des personnes interrogées est prêt à payer jusqu'à 9% supplémentaires et un tiers est prêt à payer plus de 10% pour des solutions durables de mobilité. GfK a aussi interrogé dans quelle mesure la voiture fait partie intégrante de l'avenir mobile à leurs yeux. Les résultats sont très tranchés. Plus de 70%, 76 sont d'avis que la voiture fait partie intégrante ou fera partie intégrante de l'avenir mobile. Et les Green Indeed, les plus verts, sont plus de 60% à considérer que la voiture fera partie intégrante de l'avenir mobile. Quelles technologies seront les technologies d'avenir? Là, les résultats sont intéressants. 23% pensent que l'électromobilité sera le vecteur d'avenir. Les carburants synthétiques ont leur place et certains pensent aussi à l'hydrogène. J'y reviendrai tout à l'heure. GfK a interrogé aussi sur le terme de mobilité renouvelable pour savoir si les gens connaissaient. Environ la moitié comprennent cette notion. Ensuite, les personnes ont été interrogées pour savoir ce que mobilité renouvelable recouvre et qu'est-ce qui est important pour eux. Les personnes intéressées ont mentionné recyclage et réutilisation des matériaux en numéro 1 et consommation de ressources lors de la production de véhicules donc faibles, sources d'énergie respectueuses lors de l'utilisation et de la production sont les critères principaux qui ont été nommés par les personnes interrogées. Enfin, nous avons demandé quelles entreprises et quels constructeurs sont perçus comme s'engageant en faveur de l'environnement et AMAG, avec 33%, est considéré
comme ayant un comportement durable plus élevé que la plupart des constructeurs au niveau international. Notre concurrent américain a été perçu comme encore plus engagé que nous. Voilà, ça c'est une autre étude de Sotomo demandée par AXA il y a quelques mois et elle a été également publiée. Nous voyons dans cette étude que 73% des personnes interrogées s'imagineraient de conduire une voiture électrique, pourraient envisager même une voiture électrique. Nous savons que 80% des personnes qui roulent électriques aujourd'hui resteront avec ce vecteur de transport. Et les études, bien que 73% pourraient imaginer rouler à un horizon de 2 ans en électrique, seulement 23% veulent acheter électrique. Donc, nous pensons qu'il faut s'occuper de 3 aspects. D'abord, lever les malentendus, notamment la question des alternatives par rapport à l'électromobilité, que de nouveaux produits doivent arriver et qu'il faut proposer d'autres prestations de services. C'est la raison pour laquelle notre approche pour lever les malentendus, proposer de nouveaux modèles et de nouvelles prestations de services nous amène à ce calcul 23% x 3 presque égal à 73. Donc, mobilité renouvelable, mobilité c'est durable combinée aux énergies renouvelables. C'est pour ça que nous sommes très heureux et fiers de proposer les produits du groupe Volkswagen en Suisse. Volkswagen qui poursuit avec son Way to Zero une stratégie très claire pour être neutre en CO2 avec des usines de batteries notamment et aussi réduire l'empreinte carbone lors de la production de batteries. Il y a aussi à Salzgitter l'élimination et le recyclage des batteries. Donc, nous contribuons avec AMAG en Suisse aussi à cette stratégie et à avoir une écologie circulaire. Avec la reprise d'Elion, pionnier écologique en Suisse et producteur de panneaux photovoltaïques, nous avons l'intention de produire autant d'électricité que ce dont nos véhicules ont besoin. Ça a très bien marché avec plus de 18 000 véhicules vendus et nous avons couvert de quoi alimenter 30 000. Donc, ça devrait fonctionner de mieux en mieux, mais ce n'est pas forcément la stratégie poursuivie qu'il y ait un recul des ventes électriques, évidemment. Alors, le courant solaire, ce n'est pas tout. Il y a aussi le kérosène de Synelion qui va être bien utile dans le cadre de notre stratégie. Les clients ne savent pas trop quoi penser. Il y a des malentendus qu'il s'agit d'éliminer, beaucoup de questions. Et nous avons essayé d'apporter 8 réponses. L'avenir appartient à l'électromobilité, c'est sûr. C'est le vecteur énergétique le plus efficace, qui émet le moins de CO2, le plus durable et le moins cher pour assurer une mobilité pauvre en CO2. Pour l'hydrogène, dans un sondage pour savoir si c'était une forme de propulsion alternative, aujourd'hui, il y a des énergies renouvelables, mais en quantité limitée. Il n'y a pas non plus d'hydrogène vert en abondance. Et aujourd'hui et à l'avenir, pour des raisons physiques, le rendement est 3 fois moins bon par rapport à l'électricité.
Deuxièmement, il n'y a pas de voiture à l'hydrogène à prix compétitif. L'infrastructure de recharge n'est pas développée non plus. Et donc, les arguments montrent que ce n'est pas une solution d'avenir. Il n'y a pas de start-up non plus qui essaye de produire des voitures à l'hydrogène. Et les carburants synthétiques, au niveau de l'énergie, du taux énergétique, est 5 à 6 fois moins efficace que l'électrification. Et pour des raisons semblables, ce ne sera pas la solution d'avenir pour les véhicules de tourisme. Les carburants synthétiques ont pourtant leur place, notamment dans l'aviation. Et pour des voitures neuves chères, là, ça fait partie évidemment aussi de la stratégie de décarbonisation. Et si la Suisse compte atteindre ces chiffres et les objectifs qu'elle s'est fixés, il y aura quand même un horizon 2040 encore des véhicules à essence. C'est pour ça qu'il vaut la peine d'investir dans les carburants synthétiques, mais ce n'est pas une solution pour propulser la grande masse des véhicules de tourisme. Le portefeuille pour les voitures thermiques et les voitures électriques est exceptionnel. La presse en parle. l'ID7 dans le test ADAC a été qualifiée de très bonne et la seule. L'ENIAC est championne sur 20 tests par rapport aux Chinoises et aux concurrents américains aussi. Et l'A6 e-tron est un exemple, notamment en matière d'autonomie, et je vais y revenir après. Donc, l'électromobilité, ce n'est pas plus cher, c'est moins cher dès aujourd'hui, d'ailleurs, avec du courant bon marché, solaire notamment au niveau des frais TCO, moins 10%. Il y a déjà d'ailleurs des modèles où nous sommes à parité par rapport, pour le Q3 par exemple, ou Q4, par rapport à un pendant thermique. Les occasions, les jeunes occasions BEF ont des taux d'intérêt extrêmement attrayants, donc c'est une grosse opportunité, et nouveaux certificats pour les batteries qui prouvent l'état de la batterie et la qualité. Les voitures que nous proposons avec en moyenne 30 000 km et le state of charge, l'état de la batterie, qui est au-dessus de 95%, prouve que les batteries tiennent le coup. Il y a des tests à long terme sur 100 000 km. En moyenne, le state of charge de la batterie est au-dessus de 90% et pour 200 000 au-dessus de 80, donc au-dessus des conditions de garantie. Et les 200 000, c'est très important parce que la durée de vie en moyenne en Suisse est de 206 000 km. Donc, s'inquiéter que la batterie ne fasse pas son œuvre et n'est pas un vrai problème. Surtout si on tient compte du fait que les Suisses roulent moins de 40 km en moyenne par jour. En Suisse, 60% ne roulent jamais plus de 500 km. Et les voitures électriques, entre-temps, ont une autonomie de plus de 500 km. La durée de recharge et l'infrastructure sont bonnes. Il y a aussi suffisamment de courant, donc les paramètres sont au vert. On a décidé de construire autant de panneaux que de ce dont nous avons besoin pour électrifier nos véhicules, 20 TWh, et nous avons donc suffisamment
d'électricité, l'infrastructure est bonne. L'Italie du Nord aussi. Nous proposons avec AMAG des solutions, avec une app, une carte, avec aussi des solutions de décompte pour la facturation pour les clients de flotte qui peuvent ainsi manager leur électricité. L'électromobilité est durable. Plus de 90%, c'est le taux de recyclage des batteries. Et le recyclage, ce n'est pas seulement technologique, avec ces 90%, c'est aussi intelligent sur le plan économique. C'est moins cher de réutiliser les matières premières que d'en extraire de nouvelles. Et en Suisse, avec le mix électrique et tous les changements dans la branche, le bilan CO2 va continuer à s'améliorer. Pour être encore plus concret, les avantages de l'électrification pour l'empreinte carbone, avec l'exemple d'un comparatif produit, le Tiguan, une excellente voiture qui, au long de son cycle de vie, émet 50 tonnes de CO2. l'ID4, 30% de moins. Ça, c'est la première étape. L'ID4, neutre en CO2 au niveau de la production dans les usines, par exemple, aussi avec les batteries, et en roulant à faible taux de CO2, notamment avec Elion, est encore réduit de moitié. Donc l'ID4 a 2/3 d'émissions de CO2 en moins par rapport à un modèle comparatif essence. Et ça va encore plus loin. Au niveau de la chaîne d'approvisionnement, avec des matériaux appropriés et complexes qui permettent de décarboner, Volkswagen s'attelle à cela. Les objectifs sont là. Maintenant, je propose qu'on parle un peu de nos voitures et de notre portefeuille. Je vous parlais d'un feu d'artifice, pas seulement au Square, mais aussi sur les routes suisses. Pour certains, on peut déjà les croiser. On a des véhicules thermiques formidables, mais on a aussi des hybrides rechargeables. On a l'ID7, ID7 Tourer, GTX, Compact, SUV, l'Elroq de Škoda, l'ID Bus, nouveau transporteur en hybride rechargeable, également l'A6 e-tron, Q7 e-tron, Tavascan et Terramar. Donc, un feu d'artifice qui arrive en Suisse. Nous en sommes fiers, nous nous réjouissons. Nos produits sont absolument concurrentiels. Et les inquiétudes aujourd'hui qu'on ressent dans la population, eh bien, c'est la réponse. Il y a quelques semaines, nous avons choisi un parcours typiquement suisse avec un mix de tout, autoroute, route de campagne, des montées, des descentes. Nous avons, avec la presse et des pilotes professionnels, testé la technologie, récupération et tout ce que la voiture est capable de faire. Et en cycle VLTP, cette voiture était capable, avec la topographie suisse, de réaliser 794 km autonomes en moyenne. Donc, sur de nombreux cycles, c'est la technologie pour la Suisse avec l'approvisionnement et l'électromobilité avec du courant vert. C'est la solution pour la Suisse. Les voitures électriques sont chères. C'est un argument qui revient souvent au tapis, mais ce n'est plus le cas. Surtout avec les SUV compacts comme l'Elroq de Škoda. Également parce que nous avons des prix extrêmement attrayants. L'année prochaine, il arborera une étiquette à 36 300 francs par rapport à d'autres modèles de Škoda. C'est presque 10% de moins que le Karoq. Donc, presque 10% de moins. Et puis, il y a des frais d'utilisation moindres. Et si on a le bon tarif électrique, moins de frais
sur la facture. Nous nous réjouissons que la marque Challenger arrive avec le Tavascan électrique et bientôt avec le Terramar. Nous sommes très fiers d'Audi, l'avancée par la technologie, Audi qui a la meilleure courbe de recharge en Suisse. On voit 310 km de recharge en 10 minutes. La recharge, c'est aussi rapide finalement que d'aller passer à la pompe à essence. L'ID Bus GTX avec 7 places, charge tractée aussi importante. Et là aussi, nous nous réjouissons de recevoir ce véhicule et de le commercialiser. Vous le savez, vous l'écrivez d'ailleurs, et nous nous en réjouissons. De tels produits dans notre portefeuille, c'est excellent. Ils sont au-dessus du lot par rapport à la concurrence. Et nous pensons que ces 23% de personnes qui sont prêtes à rouler électrique, avec ces produits, avec les explications, ça contribuera à faire avancer l'électromobilité, ça soutiendra la percée et ça aidera la Suisse à atteindre ses objectifs. Les clients ne savent pas quoi penser. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons des prestations de services supplémentaires à leur proposer. Pour entrer et tester les électriques, ce n'est pas de lire des tests, c'est de conduire. C'est ça la clé pour l'entrée. Nous avons un écosystème Clyde avec un système d'abonnement et une nouvelle offre sur le marché, 3 mois qui permettent de tester une voiture électrique, de se faire sa propre opinion pour voir si cette forme de mobilité est adéquate pour soi. Et au bout de 3 mois, 50% des frais d'abonnement sont remboursés si la personne se décide soit pour un leasing, soit pour un achat, pour n'importe quelle forme, essence, hybride, diesel ou électrique. Donc, 50% de remboursement au bout de 3 mois si la personne choisit un produit de notre portefeuille, quel qu'il soit. Les voitures électriques en occasion, c'est aussi une très bonne manière d'entrer dans l'électromobilité à bon prix. L'ID3, avec une offre de leasing actuelle, est moins chère que la Golf, l'ENIAC moins que la Kodiaq, l'ID4 moins que la Tiguan et la Q4 moins que la Q5. Et en plus de ça, des avantages si on peut recharger à bon prix. Garantie de la batterie, pour ceux qui s'en inquiètent, 30 000 km, c'est le niveau typique des occasions et le state of charge est au-dessus de 95% et le certificat pour la batterie est gratuit. Alors, recharger pas trop cher, ça aide. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. À partir du 1er janvier 2025, dans toute la Suisse, nous proposons sur tous nos sites, dans tous nos parkings et chez tous nos partenaires qui participent, la possibilité de recharger à prix unique, 28 centimes le kilowattheure partout, pour le chargement lent ou rapide. Pour les locataires ou les propriétaires qui n'ont pas d'infrastructure pour des raisons qu'on connaît, mais qui seraient intéressés par une voiture électrique si c'était moins cher. Donc, c'est 60% moins cher que la moyenne du marché. C'est 28 centimes. Et cette offre, c'est pour les occasions, les véhicules neufs, les nouveaux clients, les clients du portefeuille AMAG sur tous nos sites. Voilà, actuellement, il y a 46, 65 chargeurs haute performance, 140 points de recharge en plus. C'est une offre très intéressante aussi pour les entreprises. Les clients de flotte typiques
les entreprises regardent les TCO, les Total Cost of Ownership, et décident en fonction de ça des voitures qu'ils proposent dans leur parc roulant. Très souvent aussi avec des aspects de durabilité. Et avec cette offre, nous avons l'efficacité, les TCO et les produits. Et pour le CEO, le responsable de flotte, qui décide de choisir nos produits, un avantage par voiture et par mois de plus de 100 francs. Et c'est beaucoup, le potentiel d'économie. Pour les clients privés, l'offre peut être intéressante aussi, puisque nous proposons chez Elion un tarif solaire. Chez Elion, nous construisons les panneaux solaires et nous proposons des taux fixes pour 5 ou 10 ans. Donc, on n'est pas dépendant des tarifs. On peut choisir donc un contrat fixe avec le courant Elion à 5 ans ou 10 ans. Et ensuite, vous pouvez calculer si vous voulez avoir un amortissement terminé au bout de 8 ans ou non. Il est possible de nous revendre le courant et nous le réinjectons à nos points de charge. AMAG Retail achète et revend son courant et donc on a l'énergie qui circule comme ça dans toute la Suisse. Notre vision, notre représentation de l'avenir, nous souhaitons la concrétiser à Zug avec d'autres entreprises. Nous avons créé la Zug Alliance, Thinking Energy and Mobility Forward. Il y a de grandes entreprises très connues de la région de Zug. C'est un projet et une initiative soutenue par le canton, par la ville de Zug, avec les hautes écoles aussi du pays. Et nous sommes tous ensemble désireux de montrer comment il est possible de décarboniser à tous les niveaux, indépendamment des initiatives déjà lancées, avec 3 projets recharge bidirectionnelle, Vehicle to Building et to Grid, avec une centrale électrique virtuelle à Zug qui permet notamment la production décentralisée photovoltaïque et l'utilisation décentralisée aussi avec les véhicules électriques, donc une optimisation et avec un emmagasinage de l'énergie dans la voiture ou en local, avec une charge minimale du réseau et des frais d'investissement minimes aussi pour le réseau. Nous voulons aussi montrer la manière dont un univers nouveau entre les transports individuels et publics peuvent fonctionner. Et le lien entre les deux, c'est le ride pooling automatisé. Le canton nous a mandaté d'ici le printemps ou le début de l'été de faire une étude de faisabilité pour voir si des shuttles autonomes dans la région de Zug pourraient être intégrés donc dans le paysage. Nous avons notre représentation de l'avenir et notamment du fait qu'il faut trouver encore de nouveaux modèles d'affaires et de nouveaux canaux. Notre objectif est d'être neutre en CO2 d'ici 2040. Nous investissons de ce fait dans Synelion et utiliser son carburant solaire. Et c'est aussi pour ça que nous avons un contrat d'air capturing avec Climeworks. C'est notre entrée dans ces technologies aussi. Et à Muttens, Bâle, il y a aussi la technologie de 3e génération qui est en train de tester et qui doit être installée ensuite et voir le jour en 2026 aux États-Unis. Nous travaillons au gros titre de demain et peut-être que vous souhaitez écrire ce chapitre concrètement. Je vous remercie de votre intérêt, de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Helmut, merci.
J'ai interrompu l'applaudissement, mais c'était censé être pour toi, apparemment. Il y a la possibilité maintenant donc de poser des questions. Le micro va circuler. Qui souhaite ouvrir le feu des questions? Daniel Riesen. Il faut attendre le micro pour le live stream. Un détail, il y a une feuille qui a été présentée un peu trop vite. Le Zug Islands, c'est l'intérêt de ce projet. On a les EV7 aussi. On a le VB7 qui est les transports publics. On a Siemens. On a aussi une grande entreprise d'immobilier. Nous, en tant que mobilité et énergie, Tech Cluster également. Donc, tout le monde est embarqué dans le projet. Toutes les facettes devraient donc permettre d'arriver à un succès. Je me demandais ça à propos du chargement bidirectionnel parce que pour l'instant, apparemment, il y a des goulots d'étranglement. Oui, mais c'est aussi un sujet que poursuit la Zug Alliance pour les voitures, mais pas seulement par rapport à des maisons individuelles, mais aussi à des immeubles, avec Siemens notamment. On en parle beaucoup du chargement bidirectionnel, mais nous, on veut montrer justement que ça fonctionne à l'échelle de Zug et que c'est finançable aussi. Serge, c'est un peu critique peut-être. Les journalistes font leur boulot quand ils sont critiques. 3 questions dont je sais que ça intéresse nos lecteurs. Pour la partie critique de nos lecteurs, en tout cas. Première question, la disponibilité électrique, selon moi, ce n'est pas mon point de vue, mais d'après ce qu'on sait, et c'est l'avis des lecteurs aussi, une Audi A6 e-tron qu'on a vu aujourd'hui dans l'exemple avec chargement à 250 kWh, 25 à 30 maisons avec la télévision qui tourne, la machine à laver, etc. C'est ça l'équivalent. Et sur la route du Gothard, il faudrait déjà autant d'électricité que pour alimenter un village de 100 000 habitants pour pouvoir recharger. Et ensuite, mettre toute la Suisse avec des panneaux solaires partout. Et si on veut aussi tous chauffer avec des pompes à chaleur, il faut 2 fois plus de courant que ce qu'on a aujourd'hui environ. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va maîtriser ça? Parce qu'il ne faut pas seulement produire l'électricité, il faut la transporter aussi. Est-ce que ça va être possible à court terme? Ça, c'est la première question. La deuxième, non, peut-être qu'on pourrait prendre une question après l'autre, si vous êtes d'accord. Première question, donc, sur la disponibilité électrique. 2 fois plus d'électricité, je ne crois pas. En Suisse, aujourd'hui, la production et la consommation, c'est 60 TWh et on parle de 80 à 90 pour les estimations. Toutes les voitures électriques ou tout le parc, s'il était électrifié, c'est moins de 20 TWh. Et pour tout le parc électrifié, ce n'est pas un horizon 2050. Même après l'interdiction d'avoir des véhicules essence, c'est un horizon plus loin pour avoir besoin de ces 20 TWh. Donc, c'est une transformation vraiment à assez long terme. 10 TWh, peut-être... ce n'est pas le double comme vous semblez le penser. Rien que le potentiel pour ces 60 TWh avec l'électrification des façades, on sait qu'il y en a moins aussi de production en hiver qu'en été, mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Le chemin pour être neutre en CO2 et électrifier tout le parc électrique
pour électrifier tout le secteur des bâtiments est un chemin qui prend du temps, c'est très long. Donc aujourd'hui, il faut s'engager, faire ce qu'on doit. Nous sommes notamment avec la loi sur l'électricité jusqu'à 35. Il faut environ que 50% de la production actuelle soit développée. Nous sommes en bonne voie. Et la question ensuite des réseaux et de leur développement, effectivement, il y aura du courant avec des besoins décentralisés. Et c'est un autre système énergétique. Et comme vous posez la question de dire que les voitures ou une voiture a besoin d'autant d'électricité que 7 appartements, eh bien, chez Elion, par exemple, il y a l'app Elion One qui aujourd'hui déjà gère les besoins et la demande avec les tarifs actuels. Comme avant, par exemple, comme le courant était moins cher, on faisait tourner la machine à laver la nuit et ceux qui n'ont pas besoin de recharger maintenant tout de suite, ils rechargeront au moment où c'est opportun. Donc, il faut parler de l'intelligence artificielle, de logiciels et tout sera géré dans un écosystème. Nous avons tous les éléments pour créer le cadre. La question, c'est est-ce qu'on veut? À l'époque, tout le monde voulait aller au Tessin sans passer par le col et finalement, il y a eu un tunnel. Donc, les choses se font. Oui, pour rebondir là-dessus, si on est à long terme, comme vous dites, aujourd'hui, si on commence à rechercher encore plus efficace, eh bien, peut-être qu'on aurait un système encore plus efficace que les voitures électriques. Parce que ce n'est pas une technologie toute nouvelle. Donc, les batteries et les moteurs électriques sont gros. Tout ce qu'on investit aujourd'hui dans l'électrification, si on l'investissait dans la recherche, est-ce qu'on n'aurait pas des produits bien meilleurs et des solutions bonne chance si vous voulez le faire. On parle de l'avenir, alors c'est pour ça que je l'évoque. Heureusement, on vit dans un monde à réalité économique et si on mise sur la mobilité électrique, si on regarde qui mise sur l'hydrogène, qui mise sur les carburants synthétiques, on s'est posé la question aussi de réaliser des voitures à l'énergie nucléaire il y a des années. Maintenant, il faut voir que tout le monde quasiment mise sur l'électrique, très peu sur l'hydrogène, très peu sur les carburants synthétiques. On peut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on est comme Nokia et qu'on ne sait pas qu'Apple arrive? OK, il n'y a pas de start-up. J'en connais même une, mais ils ont déposé le bilan il y a 2 ans. Je ne connais pas de start-up significative qui récolte des fonds pour inventer quelque chose comme des voitures de tourisme propulsées à l'hydrogène. À aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans, mais pour un horizon à 2 générations de voitures, j'ai quand même une bonne vision et ça nous amène déjà à la fin des années 2030. Il n'y a pas de technologie pertinente, alternative et la situation est en fait simple. Soit on ne fait rien, c'est toujours une possibilité, on attend les bras croisés, soit on accepte qu'on a un problème avec le CO2 et que le trafic avec 24% des émissions en Suisse, on cherche une solution économiquement viable et une électrification qui permet de faire baisser le taux de CO2. Ma question suivante rebondit sur celle-là. La probabilité
que l'avenir soit tout électrique à 10 ans soit répondu par Helmut Rühl et pas par un Chinois, et le lithium et les terres rares, les métaux rares, avec l'influence sur notre vie, quelle est la probabilité qu'on n'ait pas de dépendance avec des pays à la réputation douteuse, comme qu'on ait les mêmes problèmes qu'on a eu avec le pétrole, avec l'électrique, avec les dépendances à certains pays? Alors, peut-être je vais essayer de parler par la fin. Avec l'exemple du lithium, effectivement, on s'est posé il y a quelque temps la question de savoir s'il y avait suffisamment de matières premières pour électrifier. Mais oui, il y en a assez. Il y a 1,3 milliard de véhicules sur Terre et les quantités de lithium recensées permettent d'atteindre 2 milliards de véhicules. Donc, il y a encore de la marge. Évidemment, les cycles sont longs pour les mines, pour extraire le lithium. On ne fait pas ça vite fait. Et pour l'instant, à 90%, les mines sont en Chine. Alors, c'est une question de volonté de tout le monde et des Européens de savoir s'ils souhaitent accepter cette dépendance ou si ils veulent avoir plus d'indépendance. C'est pour ça qu'on cherche éventuellement des mines en Europe, en Serbie en l'occurrence, et il faudrait d'abord commencer par l'extraire et en plus après avoir une industrie de transformation. La situation pour les pays producteurs de lithium est un peu meilleure que celle des pays producteurs de pétrole. À l'époque, il y a un mix un peu meilleur. La question de savoir Hohaimo, j'ai travaillé en Chine, c'est mon nom là-bas du coup. Donc je connais les Chinois et je connais leur industrie automobile assez bien. Donc, dans 10 ans, est-ce que ce sera moi, un Européen, ou Hohaimo, ou un autre? Eh bien, ça aussi, c'est une question de volonté. Si l'industrie chinoise, dans 10 ans, arrive à développer complètement ses positions, eh bien, notre position que nous avons développée pendant des décennies, peut-être qu'on arrivera aussi à la maintenir. Avec nos produits, nos voitures sont supérieures. Tous les tests comparatifs, les concepts aussi, les batteries lithium-ion rechargent plus vite, les voitures sont bonnes. L'ENIAC, avant j'avais l'I17, j'aimais la conduire, j'ai regardé aussi l'infodivertissement par rapport aux Chinoises. Je me suis fait mon avis. Les Européens et les Allemands, là où, et surtout l'industrie allemande, a un problème au niveau des coûts. Et cette problématique est étalée beaucoup dans les médias. Ça résulte de 2 thèmes principalement. L'un, c'est que le marché européen se rétracte. 16 millions avant le Covid de voitures, 2 millions de moins. Volkswagen a fait les calculs, 25% de part de marché Volkswagen. Donc, ça veut dire qu'il manque 500 000 véhicules en Europe. Ça fait l'équivalent d'une usine. Et deuxième source de pression pour les Allemands et les Européens, le succès était incroyable en Chine ces dernières années. Et évidemment, un grand pays fier comme la Chine, avec plus de 100 marques de voitures et constructeurs, finit par arriver à construire elles-mêmes les véhicules. Et évidemment, les constructeurs chinois finissent dans leur pays par avoir de grosses parts de marché. Au 36, GM aux États-Unis avait 16%. BYD, le plus grand chinois,
à 11% en Chine. Volkswagen en Europe à 25% de part de marché. Donc, les constructeurs locaux, quand ils jouent à domicile dans leur pays, dans leur patrie, ont de grosses parts de marché. C'est toujours le cas. Et maintenant, les constructeurs chinois ont le vent en poupe et les perdants, ce sont ceux qui étaient très forts avant, les Allemands en l'occurrence. Est-ce que c'est grave? Oui. Quand on perd du terrain, c'est toujours un problème. Est-ce que c'était prévisible? Oui. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Il faut reconnaître, identifier et ajuster le marché. Et les constructeurs allemands et le groupe Volkswagen, s'ils perdent en Chine, ils vont avoir leur chance sur d'autres marchés. Par exemple, Volkswagen, de manière traditionnelle, est assez faible aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a Scout, la nouvelle marque avec tous les changements, qui va essayer de prendre pied de manière forte, ou l'Asie. Et ça, c'est la concurrence et on verra qui tire son épingle du jeu. Ce qui est décisif, c'est que nos produits et les voitures électriques sont très compétitives et pour certaines supérieures. L'avancée par la technologie Audi A6, la courbe de recharge est exceptionnelle et c'est pour ça qu'en 10 minutes, on peut recharger 310 km. Johannes. J'ai une question sur cette Zug Alliance avec les shuttles automatisés, les navettes. Est-ce qu'on peut entendre quelques détails là-dessus? On est au début, on doit faire cette étude de faisabilité. On a regardé les flux, le comportement, les quantités de personnes qui circulent, par quels moyens, vélo, voiture, transport public. Et nous avons évalué la place pour un ride pooling. Roof boost, comme on l'appelait. Donc, jusqu'à fin avril, au premier trimestre de l'année prochaine, on doit peaufiner tout cela, discuter pour voir dans ce panachage entre solutions individuelles et solutions publiques, est-ce qu'on peut intégrer au début un système de navette avec un conducteur de sécurité, avec l'objectif, cette décennie, à un horizon de quelques années, d'avoir des shuttles entièrement automatisés, intégrés dans tout le paysage des transports, avec évidemment une agglomération représentative, une ville de taille moyenne qui serve d'exemple, avec aussi pas mal de pendulaires parce que la région aux alentours est assez agricole, et voir comment est-ce que ce vecteur supplémentaire pourrait s'intégrer dans le paysage. Et on regarde évidemment avec le soutien de la ville, du canton, des transports publics. On a ADMT, les bus et Moya, le service de ride pooling à Hambourg. On regarde si on peut faire un projet phare d'ici, donc on en saura plus d'ici la d'ici l'été prochain. Donc il y aura un bouli qui circule en gros. Ma deuxième question. La charge bidirectionnelle et le réseau. Est-ce que il va y avoir des voitures mises à disposition pour tester à la Papira Real des voitures électriques? Il y a des e-bikes aussi. Oui, puisque c'est un de nos clients pour le service All Ride, donc cette zone immobilière. Et les concepts de mobilité qui sont proposés pour les propriétaires de PPE et les locataires, pour les habitants donc du lotissement, avec l'app All Ride. Et c'est intégré dans le système d'énergie et de charge bidirectionnelle. On aura un showroom et d'autres points aussi de démonstration. Martin Winkel.
Trois quarts apparemment des Suisses croient que l'hydrogène serait une solution d'avenir. J'espère que ce n'est pas de notre faute, mais c'est plutôt pour les camions, les moissonneuses-batteuses et tout ça. Mais ça nous permettrait peut-être de ne pas être dépendant de grosses batteries. Où est-ce que vous voyez des avantages, plutôt dans l'hydrogène ou plutôt dans les synfuels? La branche est plutôt pour les camions ou les grosses machines agricoles, plutôt vers l'hydrogène. Moi, personnellement, je pense que ça présente des avantages avec les carburants synthétiques pour certaines applications spécifiques. C'est un peu parce que l'infrastructure est plus simple. Pour les véhicules de tourisme, c'est clair. Pour les camions, c'est clair. Et pour les grosses machines, on est en train de voir, c'est peut-être les carburants synthétiques, selon moi. Une autre question. Clyde mise sur les électriques pour les locations à long terme. Pourquoi est-ce que chez d'autres loueurs, Europcar, par exemple, ce n'est pas tellement développé? Est-ce que AMAG peut changer quelque chose ou bien est-ce que c'est en dehors de votre zone d'influence? Bon, ce n'est pas à moi de m'occuper du management des autres loueurs, mais nous avons augmenté et nous allons le faire chez Europcar, là où nous sommes impliqués. Nous avons formé tout le personnel de vente, de conseil et je l'ai montré pour la topographie suisse. Les voitures électriques sont excellentes et donc c'est une possibilité avec Clyde de tester. Les autres font ce qu'ils veulent. Nous avons une stratégie claire et nous l'appliquons. Martine. Le tarif présenté pour tous les points de recharge, le tarif homogène, est-ce qu'il y a aussi un tarif de roaming proposé? On a notre propre back-end, donc c'est 28 centimes, c'est partout pour les clients finaux, mais le roaming, pour être clair, ce n'est pas moi qui suis aux manettes, il y a plein d'intervenants, mais on a notre propre back-end et nous essayons que nos bornes soient à nos systèmes et comme ça, on n'a pas de frais de roaming d'autres exploitants et des stations qui ne sont pas dans les 28 cents, on pourra peut-être les intégrer, les centimes, on pourra les intégrer éventuellement. Il n'y a pas de contact avec d'autres exploitants pour ouvrir le réseau. Nous, on est ouverts, justement. Nous essayons de surmonter les obstacles ou de les enlever. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette solution. Et un des problèmes, c'était que la recharge publique est chère. Nous allons déployer cette réponse au 1er janvier 2025 et on est toujours ouvert à des coopérations, quelle que soit la branche, l'objectif étant de décarboner la mobilité. Je pense que ce n'est pas un secret que Énergie et Mobilité, les collègues sont en discussion régulière. Dirk. Si j'ai bien compris le message de la présentation, l'électromobilité est déjà intéressante. Les clients peuvent souscrire à un abo ou acheter et c'est mature. Mais en tant qu'importateur, est-ce que vous n'êtes pas un peu pieds et poings liés? L'Elrock, OK, est moins cher, mais c'est un cas spécifique. En Suisse, c'est une exception. L'industrie veut descendre à 20 000, 25 000 francs. Il faut peut-être
23%, tu disais, qui sont prêts à acheter. Et peut-être que c'est seulement après qu'on trouvera des bornes de recharge au sud de Milan, etc. Donc, pour ne pas tourner autour du pot, est-ce que ça ne va pas durer une demi-génération jusqu'à ce que l'électromobilité soit acceptée dans les têtes et que les gens n'aient pas de barrière? Parce que de dire que c'est judicieux, c'est une chose, mais il y a aussi des barrières psychologiques et émotionnelles qu'on n'arrive pas à surmonter. Est-ce que vous pouvez vraiment faire des propositions alléchantes en tant qu'AMAG? Eh bien, évidemment, on ne va pas se lever en attendant que ce soit l'heure de se coucher. On a plusieurs stratégies et on n'est pas pieds et poings liés avec le deuxième plus grand constructeur à nos côtés qui produit des modèles fantastiques. Le pipeline est extraordinaire. Il n'y a pas que l'Elrock, il y a une petite Audi, Volkswagen à la fin de l'année 2025, 2026 aussi, donc des voitures plus petites et on occupe tous les segments. Au niveau du prix, les véhicules sont bien positionnés. Avec le courant moins cher, ils vont l'être encore mieux. Et rien que si on arrive à faire passer ces messages, l'électromobilité, c'est le vecteur d'avenir. Les frais d'achat sont comparables ou moins chers par rapport à leur pendant thermique. Les frais d'entretien et d'utilisation sont moins chers. On peut recharger au sud de Milan et Bologne. Je l'ai fait et je vous dirai la prochaine fois à partir d'où on n'arrive plus à recharger. Je crois que les arguments rationnels s'imposent petit à petit, surtout s'il y a plus d'expérience, qu'on en parle, qu'on écrit là-dessus, que les médias jouent aussi leur rôle à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est absolument vrai, il y a une partie de personnes qui achètent des voitures pour des raisons rationnelles et beaucoup achètent une voiture pour des raisons émotionnelles. À ce niveau-là, avec les voitures électriques, on n'a aucune raison de rougir. Elles sont différentes, complètement différentes, mais hyper émotionnelles. Les accélérations notamment. Et par exemple, moi, je compte sur le fait qu'à partir de 2026, avec Audi et Sauber, une alliance complètement différente, à partir de 26, avec la course nouveau règlement, 50% électrique, 50% avec moteur thermique et carburant synthétique. Et la Formule 1, justement, hybride en l'occurrence, ce sera un vecteur d'ambassade, de rôle d'ambassadeur pour émotionnaliser le sujet. Parce que certains pensent qu'une hybridisation légère, ce n'est pas une solution. Moi, je pense que ça ne va pas durer une demi-génération pour avoir un changement de mindset. Je pense qu'au cours de la décennie, le changement aura lieu dans la tête des gens. Et Helmut a dit rationnel, c'est une partie. Si rationnellement on est prêt, on peut essayer avec Clyde et on voit qu'en plus, c'est très sympa de rouler électrique. Ça a déjà été la clé d'essayer dans notre branche, on le sait. On sait que ça passe par le cœur des gens. Donc, comme a dit Helmut, les voitures sont très sympas à conduire, les accélérations époustouflantes. Et si on arrive aussi à faire passer ce message, je crois qu'on couvrira les deux aspects rationnels et émotionnels, plaisir de conduire. C'est pour ça que c'est très important pour nous que les gens essayent, qu'ils se mettent au volant. Souvent, ils ne veulent même pas essayer et c'est là qu'on peut utiliser un levier. D'autres questions? Il semblerait que non. Alors, je dis au revoir aux personnes en ligne en les remerciant de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de cette session.